bonjour. Penser le code différemment. Donc, j'aimerais bien qu'on voyage un peu dans un concept un peu différent que je vais présenter ici. Une manière différente de voir le code, et je précise, c'est le code libre. Donc, c'est du code libre open source. Donc, il y a deux choses. Bon, qui suis-je? Avant tout, je suis un utilisateur logiciel libre, open source depuis 2002. Je suis un architecte recherche-développement chez Algen IT Security Group. Je m'intéresse à l'intégration et à la recherche de nouveaux concepts de mathématiques appliquées qu'on peut les utiliser en informatique, plus précisément en sécurité et tout ce qui est lié au logiciel libre. Et dans mon temps libre, je suis un développeur dans une communauté qui est connue de systèmes d'exploitation NetBSD. Ok, merci. Avant de commencer, j'aimerais bien attirer votre attention sur un concept très très important, qu'on soit dans le monde libre ou dans le monde open source ou bien dans le monde propriétaire. On doit comprendre ce qu'est le logiciel. Le logiciel, c'est la base de tout, c'est le concept fondamental de toute chose en informatique. Donc, il faut savoir que si on fait de l'informatique dans tout le domaine, sans exception, on fait du logiciel. Si on est dans la recherche, si on est dans le développement, si on est dans l'entreprise, la seule chose qu'on fait, c'est le logiciel. Donc, c'est très important. Et ce logiciel, donc c'est l'ontologie du logiciel, c'est-à-dire ce logiciel se compose en 4 parties. La science, la sociologie, l'économie et la technologie. La science, c'est tout ce qui est inspirant, c'est-à-dire c'est de l'algorithmique, c'est de l'algorithmique qui nous vient de la chimie, c'est de l'algorithmique qui nous vient de la biologie, c'est de l'algorithmique qui nous vient des mathématiques et de la physique. La sociologie, c'est un concept qui s'applique aussi dans le monde libre comme dans le monde propriétaire, bien que le monde libre a une certaine spécification. La sociologie, c'est les partenaires qu'on travaille avec eux, c'est bien les clients, nos utilisateurs, les collègues qu'on travaille, le code qu'on partage à l'intérieur de l'entreprise. Et le côté logiciel libre, c'est la communauté, et c'est une extra-communauté, c'est-à-dire au niveau du web. C'est-à-dire pas forcément des gens de la communauté, mais des gens qui exploitent notre code. L'économie, c'est un objectif fondamental pour le logiciel, c'est-à-dire c'est quelque chose, c'est l'objectif. Quel est notre objectif? C'est l'économie, c'est gagner de l'argent pour quelqu'un de propriétaire. Quel est l'objectif de l'économie Donc, pour l'économie, donc le logiciel ne peut être compris sans son aspect économique. On ne peut pas comprendre le logiciel sans son aspect, c'est-à-dire l'aspect scientifique du logiciel, c'est-à-dire l'algorithmique. Tout ce qu'on apprend à l'université, il est insuffisant. Et tout ce qu'on apprend à l'entreprise, il est insuffisant. Donc, on doit ajouter le côté sociologique et le côté technologique. Par ces quatre aspects du logiciel, on peut comprendre l'évolution des logiciels, on peut comprendre l'évolution de la technologie. Je reviens sur la technologie. Donc, la technologie, c'est où vit le logiciel, c'est où peut grandir. Par exemple, les architectures ciblées, la technologie ciblée, par exemple, est-ce que c'est une technologie mobile? Est-ce que c'est au niveau des télécoms, bien les serveurs ou bien les PC? Donc c'est très important. À partir de ces 4 concepts, on peut comprendre, je le dis et je le redis, on peut comprendre l'avenir du logiciel, l'avenir de l'informatique tout entière. C'est-à-dire on ne soit pas berné par du bobo Microsoft ou du bobo Google ou du bobo pour quelqu'un qui est en Afrique, et je parle ici dans la dimension africaine, c'est-à-dire en Algérie, bien que n'importe quel pays en Afrique. On ne peut pas, un connaisseur ou bien un développeur ou bien un utilisateur, avec ces 4 concepts, s'il comprend bien le concept du code qui engendre ces quatre piliers. Je passe. Bon, quelle leçon tirons de ça? La leçon est bien évidemment comprendre le futur, comme je viens de l'expliquer. C'est-à-dire que le logiciel, il sera omniprésent dans notre vie, que ce soit au niveau macroscopique qu'au niveau nano. C'est-à-dire que demain, on ne sera pas surpris qu'un logiciel guidera ou bien il va alimenter notre production en agroalimentaire, notre production, un logiciel sera implanté, un nanocode, pour être bien précis, un nanocode sera implanté au niveau des médicaments. Donc, c'est pas vraiment, il ne faut pas qu'on soit berné par du beau, comment dire, c'est une extraordinaire découverte, il n'y a rien de spécial. Et il n'y a rien de spécial. Si on revient aux 4 concepts, on voit que l'innovation est bien au niveau de la technologie. Voilà, donc le logiciel, c'est très important.
Et là, je fais deux traits sur une petite pause, plutôt une petite remarque. De quel code parle-t-on? On a deux types de codes. C'est-à-dire on a deux types de logiciels. Et on a le logiciel qu'on consomme, et il y a le logiciel qu'on produit. C'est-à-dire si le logiciel qu'on consomme, il y a un consommateur. Et le logiciel qu'on produit. C'est un concept très important. Avec le concept du logiciel, on peut vraiment déceler le concept du consommateur, le concept du producteur. Le concept de consommateur, c'est un concept qui nous fait subir la technologie, qui nous fait subir l'information. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir de ce cadre. Impossible. Il n'y a pas d'innovation à l'intérieur, et je parle, c'est très important, je précise, je parle au niveau de l'Afrique. Il ne faut pas aller je ne sais pas moi, ce matin j'ai entendu des gens disaient que c'est pas l'innovation, il faut faire, non, c'est du bobo. Excusez mon terme, du bobo, c'est du bobo, il n'y a rien. Parce que c'est un code qui a été construit, qui a été écrit dans un autre univers, dans un autre monde, dans un autre coin, pour cibler tel ou tel point, ou cibler telle ou telle société, donc telle ou telle sociologie. Consommateur, ça veut dire contrôler. Le code qu'on ne peut pas contrôler, on ne peut pas innover. C'est-à-dire, si on fait de l'innovation, c'est-à-dire si on fait c'est le moteur, le vrai moteur pour un informaticien, le vrai moteur pour un développeur, le vrai moteur pour un scientifique, le vrai moteur pour une entreprise, c'est l'innovation. Pas d'innovation, il n'y a rien. Là, on parle toujours c'est-à-dire, on parle d'innovation, mais on sous-entend et on emploie beaucoup et on utilise beaucoup les concepts de service. C'est incompatible. Service, c'est consommer, c'est contrôler, c'est être contrôlé quelque part dans le monde. Voilà. En contrepartie, il y a le code libre, producteur, c'est lui qu'on produit. C'est-à-dire le producteur, c'est nous qu'on produit le code par rapport à notre environnement. C'est très important. Si on produit le code, on est indépendant. Ce n'est pas du patriotisme, mais même ça a de l'écho au niveau du concept, au niveau de l'entreprise, du business. Voilà. Par exemple, du code contrôlé, gagner de l'argent, dans le cas du code contrôlé, on a des mots-clés qu'on peut, c'est-à-dire gagner de l'argent, innovation fermée, innovation à l'intérieur, échange zéro. Il n'y a pas d'échange à l'extérieur. Même si on utilise des solutions open source, comme c'est le cas partout, c'est des solutions qu'on utilise dans un cadre très fermé, mais sans extension. Donc, ce n'est pas vraiment, je ne sais pas comment l'exprimer, mais ce n'est pas vraiment intéressant. Voilà. Ce n'est pas vraiment intéressant et ce n'est pas vraiment bien. Non seulement sur le plan éthique, mais aussi sur le plan économique. Parce qu'un code contrôlé, c'est un code qu'on ne peut pas aller plus loin. C'est-à-dire, même si on pense à faire quoi que ce soit, on est toujours limité. Il y a toujours une limite. On doit toujours attendre une API qui vienne, on doit toujours attendre une bibliothèque qui vienne. Donc, quelque chose qui vienne à nous pour nous faire un SOS, quoi. Voilà. Attention, ce qui marche aux USA ou en Europe ne marche pas forcément en Afrique. C'est très important. Il y a beaucoup de gens, que ce soit des professionnels, des businessmen, ou bien des hackers, je pense que ça me fait vraiment, ça me fout de rage. On ne cesse de parler en France, aux États-Unis, en Allemagne. Non, on est en Algérie, on est en Afrique. L'informatique en Algérie, ce n'est pas l'informatique en Afrique, ce n'est pas l'informatique en Europe, ça n'a rien à voir. Si on utilise le même logiciel, ça ne veut pas dire qu'on est dans la même situation. C'est ça le problème. On n'a rien à voir. Parce qu'un logiciel, c'est 4 choses. C'est économie, sociologie, technologie et science. Sociologie, c'est-à-dire qu'il peut s'adapter. Il s'adapte à l'environnement, il s'adapte aux gens. Il est en interaction avec des clients. On n'a pas les mêmes besoins, plutôt on n'a pas les mêmes vecteurs. Est-ce que la connexion Internet en Algérie, elle est la même qu'en pays scandinave? Non. Est-ce qu'on a les mêmes moyens de télécommunication? Est-ce qu'on est à jour avec les architectures d'ordinateurs, avec les mobiles? Non. Donc il faut cesser voilà. Donc, parmi les principaux causes, comme je viens de dire, c'est culturel, c'est technologique, économique et dimension, c'est-à-dire une vision horizontale, pays du Sud et pays du Nord. L'informatique et le code n'échappent pas à
a ses limites. C'est très important de le mentionner. Bon, quelle alternative? Si on est dans l'esprit du code contrôlé, quelle alternative pour sortir de ce code? Quelle alternative pour sortir de... C'est-à-dire, si on est en entreprise de service, on fait faire de l'innovation. Et l'innovation que nous possédons, c'est-à-dire que nous contrôlons nous-mêmes, comment faire? Il y a quatre choses. Il y a le transfert de technologie qui n'a pas vraiment réussi. Je parle dans le cas de l'Algérie. C'est-à-dire, il n'y a pas des gens, que madame vient de le préciser, il n'y a pas vraiment des gens, et ça me désole beaucoup, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont vraiment spécialisés dans tel ou tel... C'est-à-dire, il faut une quantité de gens. Donc, il faut beaucoup de gens qui soient spécialisés dans tel ou tel domaine. On n'a pas ça. C'est-à-dire, on a des gens qui ont fait des études, là, Ibarek, on a des gens qui ont étudié en France, ont étudié partout dans l'étranger, mais le retour de savoir-faire, il est vraiment mince. Il n'y a pas beaucoup. C'est parce que c'est un problème social ou économique, je ne sais pas. Il y a une innovation ouverte. Je pense que les entreprises ici en Algérie je ne sais pas s'ils font de l'innovation ouverte. Il y a deux plateformes, mais l'innovation ouverte, elle est toujours faite par le consommateur, elle est toujours imposée par le producteur. C'est-à-dire, l'innovation ouverte, c'est-à-dire, il y a deux sociétés qui n'ont rien à voir, mais qui travaillent sur un même code sans que l'un dévoile le secret de fabrication ou l'algorithme à l'autre. C'est-à-dire qu'ils travaillent dans un même contexte, avec une dynamique de collaboration, sans pour autant délaisser leur licence et leur brevet. Le troisième choix, c'est un choix intéressant, le reverse engineering. Le reverse engineering, ça consiste à casser tout. C'est-à-dire que si j'ai un problème avec un Windows 10, par exemple, je dois le casser. Si j'ai un problème si je veux faire quelque chose de plus intéressant que Adobe et je veux commencer avec un logiciel, je dois casser Adobe. Je fais faire de la rétro-engineering, aller en arrière et voir comment il est construit. Même s'il est protégé par les licences, je m'en fiche. Moi, personnellement, je m'en fiche. Parce que Adobe et Microsoft et Google, c'est des logiciels qui sont mis pour que nous soyons contrôlés et que nous soyons consommateurs et non producteurs. Et ça me gêne. La quatrième alternative, c'est l'adoption de logiciels libres. Et là, ce n'est pas vraiment évident. Bon, ce n'est pas évident, mais avec cette configuration-là, on doit faire beaucoup d'efforts. Et malheureusement, ce n'est pas vraiment réussi à tous les échelles. Malheureusement, ce n'est pas réussi à toutes les échelles. Il n'y a pas vraiment une intention pour aller plus loin dans le logiciel libre. C'est-à-dire le maximum de l'utilisation de logiciel libre, c'est bien soit dans l'université, c'est complètement archaïque, c'est complètement chaotique, ou bien au niveau des entreprises de services, j'ai utilisé le composant logiciel dans un contexte purement économique et financier, sans pour autant avoir une redevance pour la communauté du logiciel libre. Alors, là, je dois parler de l'informatique libre, c'est-à-dire mon choix est de parler de l'informatique libre parce que c'est une solution, que le veuille ou non, avec tout le risque qu'elle doit prendre pour des gens qui sont avec des gens carrés. Quand on parle aux gens de l'informatique libre, les gens pensent à deux choses. Soit vous voulez changer le monde, ou aller dans l'espace. Il y a deux choses, c'est-à-dire, même si vous ne le dites pas, c'est dans leur subconscient. Eh bien, le logiciel libre, malheureusement pour eux, a changé le monde et est dans l'espace. Mais malheureusement, ce n'est pas pour tout le monde. Et c'est ça le plus grand problème. Le logiciel libre réussit en Brésil, a un vecteur de réussite en France, en Italie, en Espagne, mais pas en Afrique. C'est ça le problème. Pourquoi? Donc comme j'ai essayé de comprendre le pourquoi, bon, j'ai essayé de me mettre dans de diverses situations en m'inventant divers trucs pour faire de l'innovation. Par exemple, pourquoi faire du framework de compression de données hétérogènes ou bien faire un machin de tresse quantique pour renforcer la cryptographie des smartphones. Mais ça reste toujours, pour quelqu'un de business et pour quelqu'un un peu de l'extérieur, ça reste toujours du fleuron universitaire, c'est-à-dire ça reste toujours dans un cadre purement académique. Donc c'est insuffisant. Pour cela, j'ai mis au point, j'ai proposé une gestion pour un code qui est un poste
Post-logiciel libre, c'est un code post-libre, c'est au-delà du libre. Qu'est-ce qu'il y a au-delà du libre? C'est à partir du libre, mais au-delà du libre. C'est un non-control code, que j'ai appelé non-control code. C'est un code adaptable qui soit spécifique à tout le monde, c'est spécifique à nos besoins, mais qui garde le logiciel libre comme étant le principal, c'est-à-dire non pas comme utilisateur, mais lui-même comme consommateur. Donc je prends l'idée un peu de l'intelligence artificielle pour... merci. Voilà, pour le modèle économique, je passe, parce que je n'ai pas aussi de temps, je pense. Ouais. Donc, en dernier, j'ai créé une plateforme que j'ai appelée TAP, pour Think Action Platform, en m'inspirant, c'est-à-dire c'est une plateforme que j'ai créée, qu'elle me permet de comprendre et d'employer, de déploiement de logiciels libres un peu partout. C'est-à-dire une plateforme qui me permet de créer des API, une plateforme qui me permet d'aller au-delà du libre, de régler les problèmes d'utilisation, de modification et les problèmes de déploiement du logiciel libre. Voilà, merci beaucoup. J'ai une question directement liée à l'intervention, parce qu'en fait, en vous écoutant, j'ai l'impression que qui n'est pas informaticien ne fait pas de logiciel libre ou ne peut pas en faire. C'est l'impression que j'ai eue. J'ai également l'impression que qui est staff non exécutant dans une entreprise de service qui se réclame du logiciel libre ne fait pas partie de cette communauté libre et open source. Alors, est-ce qu'il est possible d'apporter déjà une première précision là-dessus? Oui, bien sûr. La plateforme que j'ai créée, elle met en action des gens qui n'ont rien à voir avec le libre. C'est-à-dire, n'ont rien avec la technicité du code. Comme j'ai précisé tout à l'heure, j'ai dit que le logiciel, c'est 4 aspects. C'est la sociologie, l'économie, la science et la technologie. Donc, statistiquement, les informaticiens, c'est-à-dire les codeurs et les hackers, les chevronnés du code, n'ont pas le sens business. C'est connu. Donc, ils doivent toujours être guidés par soit un ingénieur plutôt un développeur d'affaires, ou bien un bureau de stratégie, tout ce qui s'ensuit. Donc, mon objectif, c'est de faciliter la communication entre les non-développeurs et les développeurs, mais dans un cadre qui respecte le libre, c'est-à-dire dans le business du libre. Voilà, business du libre, c'est-à-dire pour les informations aux gens, on peut gagner de l'argent à partir du logiciel libre. Donc il suffit de trouver la bonne recette, et c'est tout. Merci beaucoup, Kamel. Effectivement, les deux prochaines présentations vont traiter justement des questions d'entrepreneuriat autour du logiciel libre et des modèles économiques, bien entendu, sous-jacents. Merci, Kamel. Merci également. Merci à vous. Merci beaucoup.